Au cours du mois de juin 2019, nous avons choisi de nous entretenir sur une thématique qui n'est pas vulgaire, même si elle est présente dans nos habitudes. Il s'agit donc de l'utilisation des réseaux sociaux et ses dérives. Et pour cela, nous allons accueillir deux personnes sur ce plateau. Un qui est un informaticien et l'autre qui est un analyste, également très actif à travers les plateformes, un internaute. Pour cela, madame, monsieur, je vous invite à découvrir avec moi nos invités. Il s'agit tout d'abord de Massé Malon. Certains le connaissent déjà. C'est un analyste socio-culturel et un internaute très calé. Bienvenue sur le plateau de technologie, Massé Malon. Bon après-midi, Inès Belinga. Je suis très heureux de constater que votre sublimité vous élève au rang de ce que j'appellerais l'excellence et l'émergence. Merci, je suis très flattée. Massé Malon, que vous allez découvrir dans ses propos tout à l'heure. Et à côté de lui, il est là pour parler de son projet. Il s'agit donc d'un jeune Camerounais. Il est informaticien à la base et il a décidé de changer les choses à sa manière. Il s'appelle Christian Ngongan. Il est avec nous. Il va nous parler de sa découverte dans quelques instants. Christian, bonjour et bienvenue. Merci Inès Belinga, merci pour l'invitation et bonne émission. Vous avez très bien suivi, madame, monsieur, et je vous l'ai dit, restez attentifs à ce qui va se passer pour pouvoir remporter des prix à la fin de ce programme. Nous parlons donc du thème qui va s'afficher au bas de votre petit écran, mais je vais le rappeler, l'utilisation des réseaux sociaux et ses dérives. Alors Christian, vous êtes un informaticien certainement, vous allez me dire ce qu'on appelle réseau social. Merci Inès. De prime abord, un réseau social peut être considéré comme étant une plateforme technologique qui permet d'interconnecter des millions d'utilisateurs se trouvant partout dans le monde avec pour objectif de partager des informations et de communiquer. Bon, vous avez dit juste partager et communiquer des informations. Ouais. Et pourtant, des choses se passent sur la toile et un internaute très calé à côté de vous, Massé Malon, peut nous faire l'état des lieux de ces réseaux sociaux qui sont très utilisés au Cameroun, notamment Facebook et autres applications comme Viber ou encore Twitter ou encore WhatsApp. Quel est l'état des lieux que vous pouvez faire? Disons que l'état des lieux, actuellement, on peut le faire sur le plan de la technologie qui est utilisée, sur le plan de l'utilisation des utilisateurs, et on peut aller même plus loin, voir ce qu'on appelle les répercussions sur le plan socio-politique et culturel. Donc, commençons par la technologie. Elle est largement étendue et je me félicite de ce que au Cameroun, véritablement, cette technologie-là se déploie sur le terrain de plus en plus. D'ailleurs, à travers les différents réseaux téléphoniques, vous constatez que tout le monde détient désormais un Android, même dans les villages, les campagnes. J'ai vu des gens qui ont commandé, par exemple, des pesticides à partir de leur village, leur plantation. J'ai vécu ça en direct dans mon village. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Même les cultivateurs utilisent Internet au Cameroun. Et je crois que c'est un cas assez rare en Afrique et c'est salutaire. Sur le plan des utilisateurs, comme je le disais à l'entame, véritablement tout le monde s'y intéresse. Dans les rues, ça jazz, même dans les réseaux sociaux, quand vous allez sur Twitter, sur Facebook, chacun a un profil. C'est salutaire. Ça veut dire que les gens éprouvent la nécessité de partager avec des autres des informations et parfois des expériences. Parce que ce qui manque le plus, il faut le dire, sont des expériences. Maintenant, si on va plus loin sur l'impact, et c'est là qu'on se pose certainement des questions par rapport à la thématique du jour, l'impact est parfois très désastreux, bien que dans quelques rares cas, Internet véritablement sert la communauté. Que faire face à ces dangers? Bien, il faut d'abord répertorier ces différents dangers, si vous permettez, Inès Belinga. Commençons déjà par le fait que le journalisme à la base, parce que les réseaux sociaux sont devenus des plateformes d'information, d'ailleurs plus étendues que la communication en elle-même. Il faut dire que le journalisme est basé sur des faits saillants, le sexe, le sang et les scandales. Pour ceux qui ont appris le journalisme à l'école, ils connaissent ce que c'est les 3 S. Constatez de plus en plus que dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup plus de sexe, on parle de scandale, on parle de sang. Donc, c'est une sorte de pâle copie de ce qui se passe déjà dans la presse écrite et dans les autres médias. Et comme Internet, les réseaux sociaux sont devenus des sortes de riches médias où vous voyez à la fois les textes, les photos, les images, les sons et les vidéos. Ma foi, c'est devenu très complexe. En même temps, la presse écrite, la radio, la télévision. Tout est là en un. C'est pourquoi on appelle ça
riche média. Et donc, vous avez des individus qui utilisent malheureusement ces plateformes pour valoriser le sexe, la pornographie à outrance. Vous en avez qui utilisent cette plateforme pour nous montrer le sang tout le temps. Vous avez vu les dernières images de décapitation de personnes humaines et tout ça. Et les gens éprouvent du plaisir à en parler comme ça dans les réseaux sociaux. On ne sait pas d'où ça vient tout ça. C'est pas notre culture de toutes les façons, mais là, on voit ça en live. C'est dommage. Vous avez le côté des scandales qui sont des scandales financiers, qui sont des scandales même sexuels parfois. Et politiques aussi, on a vu. À tous les niveaux. Oui. Et ce n'est même pas de la faute particulièrement des internautes parce que c'est une culture qui s'est développée même avec des journaux classiques. Si on prend par exemple le cas d'une technique qui est utilisée pour chercher des informations sur Internet, qui est le crowdsourcing. Avec le crowdsourcing, par exemple, à l'étranger, en Angleterre, on avait développé une technique qui consistait à demander aux internautes de donner des informations, de vérifier certaines informations sur les dépenses parlementaires en Grande-Bretagne. Et donc, tout de suite, la structure pyramidale de l'information, à savoir que c'est pas n'importe qui a accès à l'information, qui a qualité de donner une information, a été transformée, c'est devenu une pyramide à étoiles. Vous avez des individus qui avaient des informations plus étendues, plus riches que même les journalistes. Et du coup, c'est une expérience qui a pris pratiquement la toile, à tel point que même au Cameroun, sans le vouloir, sans le savoir, certains journalistes utilisent la pyramide à étoiles et incite les internautes à livrer des informations ou des compléments d'informations et même à donner des preuves d'informations. Et donc, à ce niveau-là, ça devient très compliqué. Ces scandales-là sont de plus en plus pléthoriques et malheureusement, ces scandales ne servent pas toujours la République. Et comme vous le dites, ces scandales sont nombreux. Et on a l'impression que c'est devenu une plateforme pour se régler des comptes, notamment des hommes politiques, des personnes à qui vous aurez pu demander quelque chose et puis il n'y a pas eu de suite. Et on constate que c'est devenu une plateforme d'abus, d'insultes, d'arnaques et autres. Et face à ces dangers, puisque les populations ne cessent de se plaindre, pensez-vous, Monsieur Christian Gongan, que le gouvernement puisse être capable de recadrer les populations ou de trouver une solution à cette situation? Merci Inès. Pour mettre un peu d'eau dans le moulin de M. Massy, il y a une conséquence que je voudrais attirer l'attention au niveau des jeunes. C'est ce qu'on appelle la irréputation. C'est-à-dire quoi, quand des jeunes se livrent à des commentaires obscènes, des partages d'images choquantes et tout, ça peut avoir une répercussion dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire quoi, maintenant dans des entreprises, pour recruter en fait, il y a un critère phare qui est la e-réputation. C'est-à-dire qu'on va vous checker sur Google, Facebook et tout pour voir quel type de contenu vous partagez sur les réseaux sociaux. Tout à fait. D'accord. Bon, pour revenir à votre question, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de contrôler les réseaux sociaux. Parce que même les États les plus puissants, qui sont les États-Unis, l'Allemagne et tout, eux-mêmes vivent ces mêmes problèmes. Mais sauf que là-bas, ils ont une culture un peu plus développée qui ne leur permet pas de partager des images choquantes. Tout à fait. Vous voyez? Donc, par contre, ici, c'est cette culture-là déjà qu'il faut faire. Déjà au niveau des internautes. Et en plus, je pense leur demander, ou alors c'est une forme de sensibilisation. Il faut leur dire que toutes les images. Et est-ce que vous croyez que le gouvernement ne le fait pas assez, les sorties des ministres de la communication? À travers le ministère des Postes et Télécoms, je pense qu'il y avait une campagne récemment dans les lycées et collèges pour sensibiliser déjà les plus jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'aux images choquantes et débravations des mœurs sur les réseaux. Là, c'est à l'école. Mais il y a des gens qui se cachent derrière le piano hors du pays, qui insultent des gens derrière leur téléphone ou alors leur machine. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? À ce moment-là, déjà au Cameroun, le Parlement a pris une mesure pour mettre sur pied la loi contre la propagation de fausses nouvelles. D'accord. Ça, c'est déjà un premier point, un point qui est déjà essentiel. Maintenant, je pense que si on pouvait mettre sur pied une cellule comment je vais appeler ça? Une veille? Une veille en fait, exactement, une veille, avec des experts en sécurité informatique qui pourront tout le temps tracer ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Et après avoir tracé Massy Malone, on va traquer des gens. D'ailleurs, l'ANTIC, l'Agence nationale des TIC, des technologies de l'information et de la communication, dit qu'elle peut traquer ces gens qui passent le temps à insulter, à faire des mauvaises choses. Je ne vais pas les énumérer, vous avez déjà bien fait de le faire. Est-ce que vous pensez que on peut véritablement atteindre les résultats? On peut atteindre les résultats à 4 niveaux. Commençons par le niveau personnel. Il faut justement la sensibilisation à la responsabilité, à la citoyenneté et même l'éducation civique
qu'on prépare les générations futures à bien se comporter en société. C'est fondamental d'être responsable dans une république. Et ce volet sensibilisation et promotionnel doit être accru. Parce qu'à la réalité, j'ai reçu des SMS, évidemment, du ministère des Postes et Télécommunications, parlant de ces dérives. C'est important, mais il faut aller plus loin. Il faut même du porte-à-porte. Aujourd'hui, on fait carrément du porte-à-porte. Je vais prendre un phénomène tout simple. Vous voyez les pots de bananes partout au sol. On peut faire du porte-à-porte pour amener des gens à ne plus jeter les pots de bananes au sol. Ce sont des stratégies qui peuvent développer en communication. Deuxième point, sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, je crois que l'État doit tout faire pour trouver des palliatifs. Il a parlé tout à l'heure d'une sorte de brigade. On a eu des brigades des mœurs à l'époque. On peut créer justement une brigade pour payer. Ça se fait déjà. Hein? Voilà, on peut justement... Sur le plan judiciaire, donc, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en Europe, on a expérimenté ça. Il y a ce qu'on appelle la riposte graduée. On commence par un avertissement parce que ce que les internautes ne savent pas, il faut le leur dire, c'est que chaque fois que vous entrez en connexion dans les réseaux sociaux et que votre Wi-Fi ou bien votre téléphone est connecté, vous êtes déjà tracé. On vous repère exactement où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous cacher. Et donc, partant de là, avec ce qu'on appelle les codes IP et tout ça, l'État peut commencer justement avec cette brigade d'experts par des avertissements. Après l'avertissement, le blâme. Après le blâme, on peut passer à une autre étape, pratiquement l'interpellation. Après l'interpellation, la sanction. Et je crois que notre code pénal d'abord, avant même la loi sur la cybercriminalité, je crois à l'article 262, justement condamne des bavures de ce sorte, y compris l'apologie de certains crimes et délits, il faut le dire. Donc les gens qui passent autant à mettre j'aime là sur des images de sang et tout ça, qu'ils fassent très attention, on peut facilement les repérer et on peut, sur le plan judiciaire, adopter une politique de riposte graduée. Et donc, quand on a sorti tous ces éléments-là, je pense que désormais, les internautes sont avertis et ils doivent faire très attention parce qu'on les a à l'œil à tout moment. Moi, j'ai vécu par exemple des cas où, sans le vouloir, j'ai eu des gens qui me suivaient. Et évidemment, l'État prend des mesures. Parce que vous êtes un internaute. Il y a la technique qu'on utilise aujourd'hui, des vidéos en direct. Oui. Les gens font des directs n'importe comment. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand vous devenez une personnalité d'autorité publique, comme tous les journalistes d'ailleurs, on peut vous piéger et on vous oblige à dire des choses que vous ne voulez pas dire. Tout à fait. Et donc, l'État veille et suit. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez être dans votre domicile, des criminels arrivent et on vous oblige à faire un direct. Donc, évitez de faire les directs. Moi, par exemple, je passe le temps à sensibiliser beaucoup de gens sur l'usage des directs. C'est très dangereux parce que dans le direct, vous dites des choses de façon spontanée et que vous n'arrivez plus à contrôler. Or, une bonne communication, une bonne information doit être contrôlée et mesurée. D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est ce que vous préconisez pour résoudre ces problèmes dans l'ensemble. Oui, il y a peut-être un élément que j'aurais dû ajouter, qui est l'élément technologique. Comment est-ce que la Chine fait? Comment est-ce que la Russie a fait? Je crois que, contrairement à ce que notre cher Frangin a dit tout à l'heure, il y a des mesures sur le plan de la technologie qui permettent de restreindre l'utilisation de ces réseaux sociaux. Je me réjouis de savoir que parfois le débit baisse. Et quand les internautes voient le débit baisser, ils doivent lire entre les lignes au niveau de l'actualité parce qu'il y a une certaine actualité qui ne doit pas être très véhiculée. Et même à ce niveau encore, il y a la participation même des autorités sans les réseaux sociaux. Il faut qu'ils soient actifs parce que quelquefois, des gens disent des choses incongrues tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et là, on va entrer dans les sources d'information classiques que vous connaissez, à savoir les sources personnelles, institutionnelles, les sources intermédiaires. Les sources froides, les sources chaudes. Voilà, les sources occasionnelles. Aujourd'hui, Internet est devenu pratiquement une source avec la pyramide à étoiles. Donc, il faut faire très attention. Vous savez, cette hydre-là, avec des informations qui fusent de partout, ce n'est pas véritablement bien pour la communauté. Vous venez d'ouvrir un pan très important et c'est d'ailleurs avec ce pan que nous allons refermer cette partie destinée à l'entretien. C'est celui de la communication des personnes ressources ou alors les bonnes sources. Et vous avez vu ces derniers temps le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, qui est très présent sur les réseaux sociaux, sur la toile, à travers de nombreux tweets. Alors on se pose la question de savoir ce que ça inspire auprès des populations. Ce Vox Pop a été réalisé. Quelques personnes répondent donc à cette question. On regarde. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose si le président communique de nos jours à travers Twitter ou d'autres réseaux sociaux, parce que si vous avez constaté, aujourd'hui, beaucoup de personnes communiquent beaucoup plus à travers les réseaux sociaux. Donc moi, je pense que en communiquant à travers les réseaux sociaux, il touche une bonne partie de la population. Il serait plus important pour le président de se rapprocher de sa population
et d'entrer en contact direct avec la population. Les tweets et tout ça, je pense pas que ce soit une bonne solution d'adresser des messages à sa population. On peut considérer ça positivement parce que ça peut être une façon de transmission directe de l'information à la population sans toutefois passer par ces subalternes pour que l'information soit perçue à temps. On aura remarqué qu'au moins avec les tweets, la parole présidentielle est désormais un peu moins rare. On va dire, on était habitué aux séquences 31 décembre, 10 février, mais là avec les tweets, la parole présidentielle est un peu moins rare. Donc ça devient intéressant. Je note que l'opinion s'y est rapidement, en tout cas sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens s'y sont rapidement focalisés. Il y en a qui le matin, d'ailleurs, s'amusent à deviner de quoi il va parler aujourd'hui, est-ce qu'il va parler ou pas.